après octobre, l'unité populaire, en tout cas le courant plus modéré de l'unité populaire, va tenter de faire rendre les usines occupées, de désamorcer la dynamique des cordons industriels, et lorsque ce n'est pas possible, de les transformer en appendices de la CUT, la centrale syndicale. Le contrôle du secrétariat à la distribution et à la commercialisation, c'est-à-dire le contrôle des circuits de ravitaillement et d'approvisionnement, est retiré aux responsables socialistes en charge du poste et est confié au général Bachelet, le père de la future présidente du Chili. Et l'objectif est le même, hein, c'est rétablir l'autorité de l'État. En janvier 1973, on a un projet gouvernemental de loi sur la définition du secteur social. Ce plan Milas, donc toujours du nom de l'économiste du Parti communiste, prévoit l'expropriation par décret de 42 entreprises et pour 123 autres entreprises qui sont occupées, la création d'un comité des cas spéciaux qui peut aboutir soit à la nationalisation, soit à la rétrocession aux entreprises privées. Fin janvier, il y a des barricades symboliques dans certains cordons industriels contre ce plan. Le Parti socialiste et le MAPU se prononcent contre toute rétrocession. Le sous-secrétaire d'État PS, qui est un socialiste à l'économie, démissionne. Les cordons industriels de Santiago ainsi que les communaux de la région élaborent une plateforme de lutte qui se prononce contre toute forme de concession à la bourgeoisie. En février 1973, il y a un projet d'augmentation des salaires qui vise à couvrir 100% de l'inflation jusqu'à 3 fois le salaire vital, donc en fait de maintenir le pouvoir d'achat, plus un impôt immobilier. La droite s'y oppose et donc l'augmentation va être mise en œuvre par décret puisque l'unité populaire n'a toujours pas la majorité à l'Assemblée nationale. Roberto Tieme, qui est le dirigeant de Patrie et Liberté, les milices d'extrême droite, annonce ce qui sera en fait la suite du processus. Il dit au Chili, le système démocratique libéral va disparaître définitivement. C'est pour cette raison que nous avons maintenant un gouvernement marxiste. Nous ne trouverons pas une solution grâce aux méthodes traditionnelles des partis politiques. Nous trouverons une solution grâce aux forces armées, aux hommes du travail. Donc il annonce en fait ce qui va être maintenant l'orientation majoritaire dans la droite et la bourgeoisie. En mars 1973, on a les élections législatives, donc les premières depuis le début de l'unité populaire. Et elles donnent 44% aux candidats de l'unité populaire. De ce résultat, on peut tirer 3 conclusions. La première, c'est que l'unité populaire n'est pas majoritaire, au sens où elle n'a pas la majorité absolue. Ensuite, c'est que malgré la situation difficile, les tentatives de sabotage, les affrontements, entre l'élection d'Allende et ces élections législatives, l'unité populaire a progressé de 10% et a de fait doublé le nombre de ses membres au Parlement. Et surtout, c'est la troisième conclusion, c'est que la droite n'a pas, loin de là, la majorité qualifiée des 2/3 qu'elle espérait et qui lui aurait permis de modifier la Constitution afin de revenir sur les nationalisations et aussi éventuellement de destituer Allende. Et c'est ce dernier élément, le fait que la droite n'ait pas les 2/3 nécessaires à une réforme constitutionnelle, qui va accélérer les réformes, les manœuvres et les tentatives de renverser Allende, puisque pour la droite, il n'y a plus de solution, plus d'issue institutionnelle à court terme. Un nouveau gouvernement, à la suite de ces élections, est constitué, et là, il n'y a plus de militaires. Fin mai, le tribunal constitutionnel se déclare incompétent sur la loi Hamilton-Futalpa qui visait à redéfinir le secteur nationalisé. On est donc dans une impasse politique. La droite ne peut pas modifier la Constitution, mais elle s'oppose au Parlement aux conclusions de cela. Le 21 juin, 700 000 manifestants répondent à l'appel de la CUT et Allende, à cette occasion, infléchit son discours dans le sens d'une reconnaissance du pouvoir populaire. Le 27 juin, il y a une agression de l'extrême droite contre le général Prats, à qui on reproche son loyalisme. Et le 29 juin, c'est le premier coup d'État, l'essai, la répétition du coup d'État, en fait, qui s'appelle le Tancazzo, parce que c'est les régiments blindés qui encerclent la Moneda, le palais présidentiel. Le général Prats prend la tête des troupes fidèles et finit par obtenir la reddition des putschistes. Parallèlement, il y a une mobilisation populaire dans le cadre des cordons industriels et des commandos communaux. Les travailleurs commencent à réclamer les armes. Certains commandos communaux envisagent de se lier avec les soldats.
le MIR intensifie son travail au sein de l'armée. Mais sur cette orientation, il n'est pas isolé. Par exemple, interviewé par Chileoy, qui est le grand journal de gauche chilien, le secrétaire général de la CUT, qui est un socialiste, déclare « Le gouvernement est entravé par les lois, ligoté par l'institutionnalisation, par le Congrès, par le contrôle général de la République, qui est une espèce de conseil constitutionnel, et toute cette toile d'araignée oppressante de la légalité bourgeoise. Nous autres, les travailleurs, nous n'avons aucune raison de nous sentir placés dans la même situation. » Et à une autre question, il répond « Une unité militaire dans un secteur géographique donné devrait, je pense, désigner des délégués aux commandos communaux. » Donc c'est en gros l'appel à un rapprochement entre des représentants des soldats et les représentants des travailleurs. Ce lendemain de coup d'État manqué, enfin manqué pour la bourgeoisie, est sans doute la dernière occasion perdue. En effet, malgré ce nouveau revers que constitue pour la bourgeoisie, le patronat chilien et l'état-major l'échec du Tangazo, la droite et la bourgeoisie chilienne vont reprendre l'offensive et comme nous le verrons dans la prochaine vidéo, elles vont en fait enclencher la marche au coup d'État.